Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On va vous parler avec Philippe de Docker Desktop. Petit sondage pour commencer. Qui est-ce qui utilise Docker Desktop? Qui n'utilise pas Docker Desktop? Qui n'utilise pas Docker Desktop? Parce qu'avec la négation, les gens sont en train de dire... Ouais, c'est moitié-moitié, en gros. Ça marche. Très bien. Vas-y, commence. Eh ben alors, bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis content aussi d'être là, parce que ça fait des années que j'ai essayé de postuler à Mixit et je t'ai jamais pris. Donc, enfin, la consécration. Ah oui, elle m'a dit, ouais, dans le micro. Pardon, je suis désolé, madame. Elle me fait comme ça. Je suis mort. Donc, je bosse chez Docker. Je suis Solution Architect. Ça veut dire que j'aide les clients dans leur découverte de Docker, dans le onboarding, comment l'utiliser. Et je bosse avec mon ami Guillaume. Ouais, donc moi c'est Guillaume et je suis software engineer chez Docker. Je travaille dans l'équipe qui a en charge Docker Compose. Voilà, et la grosse équipe autour de Docker Compose, on est deux. Voilà. Et comme vous le voyez, on n'a que 2 slides. Voilà. Alors, ce qui risque d'être problématique, on n'est pas sûr que les démos passent parce qu'on a besoin du réseau et ma machine a l'air bizarre. On va quand même tenter. Oui, parce qu'on fait que des démos. On n'a pas peur. On va essayer de faire que des démos. Ouais. Donc, en fait, je vous disais, moi, mon rôle, c'est d'aider les clients. Globalement, la problématique des clients, enfin en tout cas ceux avec lesquels je bosse, c'est de faire que quand ils construisent des images Docker, elles soient le plus petites possible. Parce que quand ils les déploient sur Kubernetes, par exemple, si un simple Hello World fait 2 gigas, c'est lourd. Et aussi, ils ont d'autres problèmes, c'est ouais, mes pipelines de CI sont super lents. Donc, c'est d'essayer de voir comment on peut optimiser, par exemple, les builds d'images. Et pour ça, moi, j'utilise beaucoup donc, Docker Desktop. Alors, c'est normal que je fasse du dogfooding, mais j'ai bossé 6 ans chez GitLab sans comprendre en fait comment builder une image correctement. Et maintenant, je comprends pourquoi mes pipelines étaient pourris. Donc, j'ai un projet, normalement, sur lequel on va essayer de bosser. Je pense que j'avais même mis un raccourci pour vous montrer au moins le contenu du projet. Ouais, c'est lent. Donc, globalement, j'ai un projet dans lequel il y a quelque chose... Ouais, c'est lisible, oui. Les choses les plus importantes sont le Dockerfile. Donc, c'est mon application. C'est une application web qui affiche une liste de restaurants à Paris pour mes collègues américains quand ils viennent et ne savent pas où aller. Je ne suis pas parisien, je suis lyonnais, mais ils ne viennent jamais à Lyon. Un Dockerfile et quelque part, je dois avoir un Composefile. Ouais, il est là. Donc, le Composefile, après... Il n'a pas eu le choix. Voilà, mais c'est ce qui va me permettre de démarrer mon application. Il y a la partie applicative et la partie base de données qui est dans du Redis. Je vais vous montrer quand même le contenu de mon Composefile. J'ai 2 mains. Non. Je vais y arriver. Ça va être hop. La complétion marche au moins. Ouais. Oui, elle marche. Mais je ne sais pas pourquoi ça se lance aussi lentement. C'est l'horreur. Ah, voilà. Non, le terminal ne répond plus. Est-ce qu'on peut avoir 1h30 à la place de 45 minutes parce que... Donc, dans Compose, j'ai un service Redis. Après, sinon, je sortirai du terminal, on essaiera autrement, si c'est vraiment long. J'utilise une image Redis, je peux passer des variables d'environnement, je peux mapper des ports, j'ai des volumes pour mettre des scripts que je peux utiliser plus tard et pour enregistrer mes datas. J'ai une commande que je peux lancer une fois que mon container est démarré, donc en l'occurrence pour mettre mes datas dedans. Et j'ai mon application web. Là, je vais la builder. C'est pour ça que j'ai un build point. C'est pour lui dire, utilise le Dockerfile qui est dans le répertoire courant. Et mon image s'appellera Resto. On l'écoute sur le port 8080. Si je dis une bêtise, tu me coupes. D'accord. Non, mais j'en ai pas dit normalement. Non. Je peux passer aussi des variables d'environnement. Je peux lui dire que mon service dépend du service Redis. Donc, mon application ne démarrera que si Redis est démarré. Il y a un petit... c'est un hook, c'est ça? Non. Non, je me trompe encore. C'est la section pour définir... Il y a une section, donc, pour définir le développement. Avec une sous-section Watch, dans laquelle vous pouvez lui dire, écoute, si tu modifies quelque chose dans le répertoire public,
tu peux synchroniser les fichiers entre Je m'en ce qu'il y a en occuperai. local. Je peux le dire, tout ça, tout à l'heure. Tu vas le dire tout. Pardon. Alors, il vous dira pourquoi, mais moi, je l'utilise surtout, c'est parce que à chaque fois que je vais faire une modif dans mon Dockerfile, ça va lancer un rebuild automatiquement. C'était pour la démo. Si on voit que ça... Est-ce que vous avez remarqué que Philippe est dans Docker Desktop et qu'il a un terminal? Dans Docker Desktop, il y a un terminal d'intégré, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc je vais lancer mon compose. Non, je vais d'abord créer un premier Dockerfile. C'est dingue, ça. Voilà. Donc, mon application, c'est du Go. Je ne vous montre pas le source code. Le projet est accessible où on donnera les liens. Mais globalement, je dis je vais utiliser l'image Go pour builder mon application. Je vais copier les fichiers sources et les dépendances, les déclarations de modules. Je fais mon build. Et après, je copie tous les assets HTML du répertoire public dans le container et je démarre mon application. Donc, pour la démarrer, je vais faire un docker compose up watch. Je peux forcer le build. Non, tu veux pas? Si, tu as besoin. Oui, si, fais-le. Oh, il me semble que j'ai besoin. J'ai juste peur. Est-ce que ça va passer? Ouais, ça, tu m'as perturbé et du coup, je l'ai excuse-moi. mal écrit. Pourquoi il poule une image qu'il a déjà? C'est bizarre, oui, parce que normalement, je suis... C'était ça ma crainte. Bon, alors, on va pas faire de build. Enfin, normalement, j'en ai besoin après. Hop, ouais, ça démarre beaucoup plus vite comme ça. Donc, mon application est démarrée. L'image était déjà là, il n'y avait pas besoin de la C'est pouler. pour ça que c'est allé vite. Hein. Mais, ouais, mais normalement, j'ai des builds à faire après. Si je vais, par exemple, dans la section container, je peux voir la stack compose qui est démarrée. On peut voir que j'ai mon Redis server qui tourne, mon application web. Alors, on va aller voir quand même s'il y a quelque chose. Donc, j'ai bien ma liste de restaurants. Vous remarquerez qu'au niveau HTML, je suis quand même pas un champion du monde. Petit tips, vous avez vu, dans Docker Desktop, il avait un lien. Dès qu'on détecte qu'il y a un port HTTP d'exposé, on peut cliquer dessus et ça ouvre le browser et on arrive direct C'est dessus. aussi pour ça que j'utilise Docker Desktop. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc moi, vous me dites un truc, 30 secondes, même 10 secondes après, j'ai oublié. Donc même pour le port, le lien et tout ça, j'oublie. Du coup, j'ai mon image qui a été buildée. Alors celle-là a été buildée rapidement, parce que j'avais des trucs dans le cache. Si je vais dans la liste des images, alors là, j'avais fait un filtre pour retrouver mon image facilement, que je clique sur mon image. Ouais, c'est pas la dernière. Bah oui, ça que c'est je pas la voulais dernière, builder. je sais bien. Bon, je réessaye. Vas-y. Je réessaye. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Moi, je pense que ça passe pas. Tu penses? Ouais, mais comment je fais alors pour le reste de ma démo? Il faut que j'improvise quelque chose. Non, bah expliquez ce qu'on voulait non, faire. Alors, attends. Là, je suis sur la 22.4. Je vais juste faire ça. CTRL-O. X. On va voir si ça rebuild. Ça a l'air d'aller mieux. Donc, Compose Watch a détecté le changement. Voilà. Donc, j'ai fait Et un a lancé changement de le Dockerfile. build. Normalement... Non, ça va pas mieux. Il est toujours sur le pool. Non, il y a marqué building. Alors, pourquoi il le fait aussi lentement? Je ne sais pas. Non, il est en train de pouler. Ouais. Regarde. T'as eu de la chance. Hein. Tout va bien. On ne bosse pas ensemble tout le temps, hein, ce serait insupportable. Donc c'est lent. Alors, si oui, par contre, on peut déjà voir qu'avec ce build-là, Ah ouais, elle est bien l'image. mon image, elle fait 1 giga 37. À savoir que j'ai juste quelques lignes de Go. Hein, c'est juste... Et alors là, j'ai cliqué sur l'image. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un scanner de vulnérabilité qui analyse mon image. Donc, en attendant, on va aller faire un petit tour dans les containers. Il y avait Redis, par exemple, qui tournait. Quand vous allez dans les containers via Docker Desktop, vous pouvez voir tous les logs de ce qui se passe dans les containers. Vous avez Inspect qui vous donne d'autres détails sur votre container. Vous avez les mounts. Vous avez, ce que j'aime bien, moi, c'est le exec qui vous permet de regarder certaines choses qui se passent dans votre container. Ah oui, j'oublie toujours qu'il n'y a pas la complétion. Script, hop. Tapez différentes commandes. Vous avez aussi Files, qui est super pratique parce qu'en fait, ça vous montre. On va baisser un peu le truc. Hop. Ça vous montre tout le file system, ce qui se passe dans le container. Donc, si vous avez du mal à vous formaliser comment ça se passe dans le container, ça, c'est super pratique. Et vous voyez les mounts.
Donc là, le data, il pointait sur mon répertoire local pour la sauvegarde de mes données. J'avais un autre répertoire avec mes scripts que j'ai lancé automatiquement avec la commande post-start. Guillaume vous en parlera. Si je retourne dans exec, je peux quand même lancer mes scripts. Donc normalement, je suis censé avoir mis des données dans la base Redis. On va essayer de lire les données. Ah oui, si je ne mets pas de point .sh derrière. SH, hop. Donc j'ai bien mes données. Vous avez aussi qui est pratique, c'est l'onglet stats. Donc si vous faites justement des services web et tout ça, pour voir comment ça se passe, comment ils répondent, si vous faites des tests de charge, c'est super pratique. Si je retourne sur les images, j'espère qu'il a fini son scan. Non, même pas. Qu'est-ce que se passe-t-il? Alors l'image est grosse. Hein. Par contre, c'est curieux qu'il tourne comme ça, aussi lentement. Je vous jure, Docker Desktop est nettement plus rapide que ça. On a vraiment un souci depuis qu'on est arrivé et qu'on a branché la machine. Voilà. Mais bon, alors peut-être que je ne montrerai pas tout, mais au moins que je vous montre une partie. Le premier scan alors, ce qui fait les scans, ça s'appelle Docker Scout. Le premier scan peut être long, surtout sur des grosses images. En attendant, dans la view image, vous pouvez voir ça y est, toutes les layers qu'il y a dans votre image en ayant des détails selon ce que vous sélectionnez. Donc ça, c'est pratique. Et vous voyez les vulnérabilités. Donc par exemple, là, j'ai une tripotée de vulnérabilités. Oui, une CVE 9 points, c'est bon, tu peux la laisser, je pense. Et notamment des critiques. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la chasse aux vulnérabilités. Par contre, je peux utiliser Recommended Fixes pour au moins essayer de faire le ménage sur les choses de base. Donc, il m'explique que potentiellement, j'ai là un 23.8 qui a l'air plus clean. Donc, je peux aller... Alors, ça, normalement, je le fais dans mon ID, mais comme on est en démo, je reste dans Docker Desktop. Je vais aller éditer mon fichier. Je vais virer cette ligne. Même l'ouverture de ton éditeur de texte. Ouais, non, mais c'est terrible. Et je vais sauvegarder. Donc, normalement, c'est censé relancer un build. Donc là, vous voyez, en fait, il a à nouveau relancé le scan d'image. D'ailleurs, la taille est de 1,4 Go. Donc, probablement que la base d'image que j'ai prise est un peu plus grande. 1,4 Go, c'est pareil, ça reste inadmissible pour l'image que j'ai, mais c'est pas grave, on va voir comment diminuer ça. Je vais peut-être d'ailleurs, on ne va pas attendre la fin d'analyse de vulnérabilité, on va continuer sur la fin, sinon tu n'auras jamais le temps de parler. Ce qu'on peut faire pour diminuer la taille des images, on peut faire quelque chose qui s'appelle le multistage build. Donc, si je fais... Il y en a qui connaissent, qui ont déjà utilisé. Ok. Quand même. Donc, le multistage build, qu'est-ce que c'est? Hop, je vous montre. Donc là, j'ai copié un nouveau Dockerfile. J'utilise la même image. Alors, je récupère les vulnérabilités de tout à l'heure, mais bon, peu importe. Je copie mes fichiers. Alors, la petite différence, c'est que j'ai donné un nom ici. Je l'ai appelé AsBuilder. C'est le premier stage. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Builder, hein, Toto, ça marchera aussi. Par contre, restez cohérent après dans les noms que vous aurez utilisés. Je fais mon build. Et puis, je crée un deuxième stage avec cette fois-ci une image alpine qui est plus petite, parce que de toute façon, elle n'a pas tout l'outillage Go avec le compilateur, pardon, les dépendances et compagnie. Je copie uniquement l'exécutable dans mon deuxième stage, ensuite les fichiers HTML, JS dont j'ai besoin, et je démarre mon application. Ce qu'il faut noter là, c'est sur le copy, il fait un copy from et il dit builder. Donc il va dire, tu vas aller rechercher ça de ce que tu as généré dans le stage qui s'appelle builder. Voilà, ici. Alors vous remarquerez que, comme j'avais changé le Dockerfile, le build a été refait. Bon, je ne sais pas si ça se terminera, le scan, un jour. Mais par contre, vous voyez que mon image, elle fait 30 mégabytes. Par rapport au 1 giga et des brouettes de tout à l'heure, 1,4 giga de tout à l'heure, c'est vachement mieux. Donc ça veut dire que quand vous allez faire des pools d'images ou des déploiements d'images, ça ira beaucoup plus vite. Je vais continuer sur les builds, et puis on aura peut-être le dernier scan qui s'affichera. On verra bien. Et après, j'ouvrirai un ticket pour changer de machine. Donc mon image, elle fait 30 mégabytes.
Normalement, si vous me croyez, dans les vulnérabilités, il n'y en a presque plus parce qu'en fait, j'ai diminué la surface d'attaque et du coup, j'ai moins de vulnérabilité. J'aimerais bien avoir une image encore plus petite. Alors, je vais faire du multistage, mais je vais utiliser ce qu'on appelle une scratch image. Ça marche pas pour tout, mais vous pouvez faire du distroless, c'est le même principe. C'est des images qui contiennent le minimum vital pour packager une application. Donc là, j'ai toujours le même premier stage builder. Et je fais un deuxième stage. La seule chose qui change, c'est l'image que j'utilise. Alors la scratch image, c'est une image avec rien dedans. Il n'y a vraiment rien du tout. On s'en sert en général pour créer les images de base. Vous partez de zéro, vous créez votre image. Et vous voyez, ça a déjà refait le build. Cette fois-ci, je suis passé à 19 mégas. Alors, je chipote un petit peu, mais c'est quand même vachement mieux que celui de tout à l'heure. Alors, pour l'instant, il ne veut toujours pas m'afficher mon scan de container. Mais parce qu'il va vérifier des choses sur le réseau pour les oui, CVs. c'est pour ça, oui. Peut-être on peut regarder l'historique des builds, du coup. C'est ça. Oui, en fait, le scan, là, en fait, il va chercher le catalogue de CVs et tout ça pour vérifier qu'il y a des erreurs. Et comme la connexion est un petit peu Peut-être qu'on passe pas par petite, du HTTP pour aller chercher ces informations et que du coup, on est bloqué par le réseau. voilà. J'espère que vous comprenez quand même l'explication. Donc, j'y reviendrai, on ne sait jamais, ça sera peut-être fini dans un moment. L'autre outil dont je me sers souvent pour améliorer mes builds, c'est l'onglet Build. Et l'avantage, c'est que vous avez tout un historique. Donc, si vous cliquez sur l'onglet Build, on va fermer ça. Vous avez déjà des informations par rapport à votre temps de build, sur quel type d'opération ça a bossé, la plateforme que vous utilisez. Vous avez aussi un onglet source qui va vous montrer votre Dockerfile. L'avantage de cet onglet, c'est qu'il y a un linter dedans. Donc si par exemple, si j'avais mis un as mais en minuscule, il m'aurait dit ouais, c'est pas bien, c'est pas la norme. Ça marche quand même, mais c'est pas bien. Si vous avez mis un secret dans votre Dockerfile, ce qui est moche, mais ça peut arriver, et que vous avez poussé votre image mais que vous en apercevez trop tard, il va vous montrer quand même qu'il y avait un secret. Donc normalement, vous êtes au courant avant d'avoir fait le push. Autre onglet intéressant, c'est log. Ça vous montre tout ce qui s'est passé. Vous le voyez quand vous faites un Docker build à la main dans un terminal, ça vous montre tout ce qui s'est passé, mais c'est surtout, vous avez les durées pour construire chaque couche, et vous voyez si vous avez utilisé le cache ou non. Là, j'ai des durées de 0 secondes, parce qu'en fait, mon build, il y avait des choses en cache. Donc, il y a des techniques pour mieux utiliser le cache, mais ça pourrait faire une présentation à elle toute seule. Et vous avez, je croise les doigts pour qu'il fonctionne, vous avez l'onglet historique. Ouais, il fonctionne. Alors, vous pouvez voir qu'on a fait pas mal de répètes quand même avant de venir, mais vous voyez la progression des builds. Donc, vous savez si vous vous améliorez. Donc là, c'est tout à l'heure quand j'ai relancé mon build, forcément, et que j'avais dû vider quelque chose. Donc, moins vous avez de cache, plus le build va être long. Si vos images ne sont pas déjà présentes, ça va être long aussi. Et vous allez voir si vous améliorez en durée, si vous utilisez le cache. Moi, j'utilise ça tous les jours. Donc, moi, mon dernier build, il fait 5,5 secondes, ce qui est beaucoup mieux que le premier que j'avais fait avant de venir, qui était, je pense qu'il était à 30 secondes, à mon avis. Donc ça, c'est vraiment super pratique. On va revenir juste sur l'image pour voir si Scout a fini son... Oui, il a fini. Alors, en fait, je ne vais pas refaire un build de celle-là. Je voulais fixer la CVE. En fait, la CVE, elle n'est pas dure à fixer. En fait, c'est que quand je build, j'utilise du Go 1.22.4. En fait, si je le passe à 1.23.8 ou même à 1.24.0, j'ai ma CVE qui disparaît. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste des vulnérabilités, vous pouvez quand même nettoyer vos images assez facilement. Je vais retourner une dernière fois avant de rendre la main à Guillaume sur la partie container. On va vérifier quand même que l'application, elle tourne toujours. C'est bon, elle est toujours là. Donc on a rebuildé plusieurs fois dans un langage qui ne supporte pas le hot reloading, mais on a quand même redémarré l'application. Et en modification de code, peut-être des mots là-dessus. Oui. Bon, alors je me tais. Je vous montrais qu'on pouvait aller dans les containers pour aller voir ce qui se passe. Donc on voit bien mes logs. Et dans mon application, j'ai un message tout bête, Hello from Docker, qui tourne et c'est pas ce que je voulais afficher et je voudrais débugger. Je vais aller dans exec pour modifier mon fichier.
Et là, je peux Qui pas. pense que ça va bien se passer? Alors, est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi je peux pas? C'est parce que Bien c'est une vu. image Scratch, en effet, et il n'y a rien dedans. Avec les images Scratch et Distroless, vous n'avez pas de shell. Donc, de toute façon, vous ne pouvez rien passer. Donc là, c'est le drame. Donc, vous faites un test, vous rebuildez, machin. Depuis quelques temps, on a ce qu'on appelle le debug mode, que vous pouvez utiliser dans un terminal classique, qui spawn en fait un shell et des outils dans votre container, dans le container qui tourne. Vous pouvez même installer des outils qui sont présents sur nixos.org. Pourquoi je l'ai lancé? C'est du n'importe quoi. Donc vous pouvez cliquer directement sur le lien et aller sur le site pour vérifier. Et sinon, vous avez tout ce qu'il faut déjà pour aller vous promener dans votre container. Vous avez une complétion, ça c'est super sympa. Donc normalement, je devrais voir mon fichier. Mon message, il est dans le fichier info.txt. Donc si je fais pico, ouais, je sais, j'utilise toujours pas VI. Il paraît que tu .txt peux pas en sortir. et pico, il n'y est pas. Nano. Nano, Ah, merci. Nano. tu lances pas Emacs? Non. J'ai une stagiaire qui avait fait tout son mémoire avec Emacs. Info.txt. Hop, il y est. On va virer le truc. On va dire hello Mixit. Je ne sais pas si je l'ai orthographié correctement. Je vais C'est très bien. tuer. Je vais sauvegarder. Donc là, je suis en mode debug. Hein. Quand je tue le container, la modif va disparaître. Mais c'est normal. Sinon, ça ne serait pas utile d'utiliser des containers. Et si je retourne sur mon application qui est ici et que je fais un refresh, c'est bien mon Hello Mixit 2025. Bon, alors, c'est un exemple bébête. Après, pour faire du debug réseau, utiliser Netstat et compagnie, c'est super pratique. Donc, pour debug du container et savoir ce qu'ils font entre eux, Docker Debug, c'est bien. Je crois que normalement, je vais te laisser la main. T'as encore du temps ou Je sais pas. combien? 20 minutes. 22 Non, on est minutes. bien. Vas-y, Je suis vas-y. encore bon. On parlait de... on peut faire aussi du build. Non, mais je suis pas dans... Hop, on va y arriver. Hop. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de faire du, comment ça s'appelle, du build multi-architecture, c'est-à-dire faire des images pour faire du ARM? Voilà, super. Alors, en plus avec le builder, le dernier builder par défaut de Docker, BuildX, on peut faire des trucs sympas. Donc j'ai un autre Dockerfile. Hop. Si vous voulez faire du multi-architecture build, en fait, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez utiliser, je ne sais même plus si c'est obligatoire de mettre cette variable-là. C'est mieux. C'est mieux. Donc, vous utilisez la variable build platform. Ça fait que dans votre commande build, vous allez préciser toutes les plateformes target que vous voulez. À partir de cette variable, il faut que j'arrête de double-cliquer sur les trucs. À partir de cette variable, vous allez pouvoir déterminer en fait l'OS cible et l'architecture cible et faire votre build. Et Docker BuildX va, il faut que j'arrête d'ailleurs Compose. Hop, excusez-moi, j'y reviens. Docker BuildX va se débrouiller pour faire les deux builds dont vous avez besoin. Enfin, dans mon cas, c'est deux builds parce que je voulais du Linux ARM et du Linux AMD. Et il les fera en parallèle. Ça fait que le build n'est pas beaucoup plus long que si vous avez fait une seule architecture. Modulo, qu'il y a une architecture sur laquelle vous n'êtes pas, donc ça sera de l'émulation, donc elle sera forcément plus lente à builder. Oui, mais en parallèle. Mais en parallèle. Mais Voilà. plus lente quand même. Mais en parallèle. Ouais, alors moi, je suis obligé de faire briller Docker devant les clients, donc forcément, mais plus en avant que toi, je le dirais. Et par exemple, pour faire ce build-là, vous utilisez cette commande-là, hein, Docker BuildX build, les plateformes que vous voulez, vous pouvez pusher. Par contre, comment dire, votre commande de build, elle peut devenir compliquée. Donc à automatiser dans de la CI, ça peut être des fois un petit peu pénible à écrire. Et du coup, quand vous avez Docker Desktop, il y a quelque chose qui vient avec, c'est Beck. Qui connaît Docker Beck? Ouais, quand même. Ceux qui font du buildé multi-arch. Donc, Beck, en fait, c'est une manière d'écrire des fichiers, je vais y arriver, un build dans un fichier. Je ne me rappelle plus comment s'appelle mon fichier. Ah ben voilà.
Donc en fait, je peux lui définir mon repository, des tags, des targets, les cibles de plateforme, tout ça, et le lancer avec une simple commande. Hop, que j'ai oublié. C'est écrit tout petit. Hop, Docker build x bec. Ouais, c'est ça. Alors vous pouvez faire -push, mais là, avec le réseau, je ne vais pas le faire. Et normalement, ça se build plutôt facilement et plutôt rapidement. Tu vois? Ça a été. Et du coup, si je retourne sur mes builds, mon dernier build, on doit pouvoir voir que je bossais sur plusieurs architectures. Et on va retrouver ça, par exemple, dans les logs. Là, on voit que j'ai bossé sur du Linux ARM, sur de l'AMD. Alors, c'est tout mélangé parce que, justement, ça s'exécute en parallèle. J'insiste sur le fait que ça s'exécute en parallèle parce que si vous mettez ça dans une CI, ça a quand même quelques avantages. Et du coup, j'ai fini de mon côté. Ah oui, micro, pardon. Et ben donc, je te laisse la main. Ouais, tiens. Bon, moi je vais sortir de Docker Desktop un peu pour l'instant. T'as arrêté l'application? Oui. Ok, l'application est arrêtée. Je vais aller... Alors celui-là, on le garde pour tout à l'heure. Donc là, l'application que Philippe vous a montrée s'appuie sur Docker Compose. Et vu que je travaille sur Docker Compose, j'étais obligé de vous parler au moins pendant 2-3 minutes de Docker Compose. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé. Et il n'avait pas aimé ce que j'avais fait au départ. Oui, ça, on en parlera plus tard. Mais, parce que là, il m'a mis des bind mounts et je vous montrerai que des fois, ça peut être embêtant et vous déranger plus qu'autre chose. Donc, Philippe vous a parlé tout à l'heure, la manière dont les données sont chargées dans la base de données Redis. Avant, il fallait faire un conteneur à côté. Une fois que la base de données Redis était montée, aller exécuter un script pour que ça alimente la base de données. Donc, on utilisait un autre service et tout ça. On a introduit il n'y a pas longtemps des life cycle hooks. Et il y en a notamment le post-start et le press-stop. Et donc, qui vous permettent d'exécuter des commandes au moment, juste après le démarrage du conteneur. Ce qui veut dire que là, le script qui permet d'injecter les données dans Redis est exécuté juste après le démarrage du conteneur pour vous. Et vous n'avez rien d'autre à définir que ça. Et ça s'exécute dans le container. Oui. L'autre chose que je vais vous montrer, Philippe vous a montré la partie develop, donc qui permet de définir un peu la manière dont vous voulez que vos conteneurs réagissent durant votre phase de développement, et notamment avec Watch pour resynchroniser tout. Donc on a possibilité d'avoir des actions qui vont juste synchroniser des fichiers dans le conteneur, donc ça va les copier les modifs locales dans le conteneur. On a la possibilité, comme Philippe l'a fait, de rebuilder complètement le conteneur et de le redémarrer. Et on a la possibilité de faire du sync and restart, c'est-à-dire que si vous changez par exemple un fichier de configuration qui nécessite le redémarrage d'un service, plutôt que de rebuilder, on va juste redémarrer le conteneur après avoir copié les changements à l'intérieur, ce qui fait que la nouvelle configuration va être appliquée. Et Philippe a fait l'ancienne manière pour détecter les changements, mais il fait la même action sur le changement du Dockerfile et du main.go. Et ben maintenant, on a introduit la notion d'include qui nous permet de dire que je veux ajouter à chaque fois qu'il y a un fichier .go qui est modifié ou que le Dockerfile est modifié, je veux que ça resynchronise. Donc ça permet de condenser un petit peu la manière déclarative de le faire. Docker compose -watch. C'est parti. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je peux modifier du code Go et que je vais avoir une prise en compte à chaud des modifications et que ça va être réappliqué automatiquement. Vous l'avez déjà vu un petit peu avec Philippe, il vous l'a montré sur les modifs du Dockerfile et tout. Mais Go, qui est donc un langage compilé, qui est obligé d'être recompilé, et notamment quand vous utilisez du conteneur, vous devez rebuilder votre image à chaque fois. Et bien là, Compose va le faire pour vous. Donc je vais aller dans le fichier main.go et je ne sais pas si vous avez vu là dans l'appli de Philippe, hello from
Compose. Compose, c'est pas une baleine. Compose, c'est un octopus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Il est très sensible sur le sujet. C'est un octopus. Et donc là, vous voyez, j'ai changé. Le changement a été détecté. On a l'image qui se rebuild. Oui, vas-y, tu fais tout ce que tu veux, je t'en prie. Il y a vraiment un truc, là, il essaye à chaque fois d'aller pull, et je pense qu'il prend un time-out, et du coup, il recherche en local après derrière. Bon. Donc c'est un peu long, ça ne devrait pas être aussi long que ça. Il y a vraiment des soucis de réseau là. Puis la machine est un peu un zoo. Hein, donc... Allez. Oui, non. Oh là là, je suis sûr que je vais prendre un time-out. Non, c'est bon. Mais pas 3 heures pour la deuxième, là. Ça va être possible. Donc pendant ce temps-là, ça rebuild. Normalement, l'appli, est-ce qu'elle est toujours accessible? Oui. Mais elle n'a pas encore pris en compte mes modifications. C'est sur le deuxième rebuild, évidemment. Allez. Timeout. On dit 30 secondes le timeout. Bah voilà, il est 30 secondes le timeout. Ah, mais attends, on n'a pas eu la même chose hier. Si, timeout, si, c'est les si problèmes de réseau. Si tu désactives le réseau. T'es sûr qu'on veut faire ça? Bah, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Allez, on fait ça. Ah, ça marche. Non, ça n'a pas marché. Fais un force le build. Active le réseau. Alors par contre, vous savez que vous avez besoin du réseau. Hein. Voilà. Ou d'avoir une registrie en local. En local. Ce qu'on fera la prochaine fois. Ah oui, clairement. Donc là, il ne va pas vouloir se reconnecter au réseau. Ça va être sympa. J'ai mon téléphone, peut-être que... Non, ok. Non. Bon, il ne va pas passer, c'est pas grave. Je vais vous montrer d'autres choses. On va le faire sans le build. Vous pouvez me croire sur parole. Il change ici la baleine par un octopus et vous voyez qu'avec des langages, donc si vous faites du JavaScript ou du Python, des langages interprétés, l'action sync va vous suffire la plupart du temps. Vous allez juste copier les modifs, ça va être pris en compte et voilà. Et pour des langages non interprétés qui nécessitent une recompilation, vous pouvez utiliser l'action rebuild pour ça y est, le voilà. On ne sait jamais. Sur un malentendu. Bon, c'est pas grave sinon. T'en as ou pas du réseau? Bah. 2-3 barres, mais... Ah bah voilà, ça devrait suffire alors. Non. Ouais, c'est 2-3 barres, mais probablement en edge. Moi, je peux essayer d'aller à l'autre bout de... Non, je vais me faire gronder par la dame si je dépasse. T'embête pas. Bon. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai fait un Docker Compose Up et en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un menu interactif, View in Docker Desktop, View Config, Disable Watch. Et donc, je vais appuyer sur O. Et automatiquement, j'ai Docker Desktop qui s'est réouvert. Donc, j'ai un lien entre Compose et Docker Desktop qui me permet d'arriver dans une page qui s'appelle la Compose File Viewer, qui vous permet de voir en fait vos fichiers Compose, qui vous permet d'avoir un Learning Center, ce qui fait que si par exemple je clique sur Build là, alors oui, il a besoin d'accéder à Internet pour aller chercher les infos sur la doc, donc on ne va pas l'avoir. Mais là, vous affiche les informations sur c'est quoi la section Build, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, tout ça. Pareil pour la partie Develop, ce genre de choses. L'autre chose... Oh, j'ai une autre démo qui va planter, mais grave. Voilà. Les autres choses que je voulais... de mettre l'ancien réseau. Non. Là, tu es sur mon téléphone. Ouais, mais ça ne changera rien. C'est pas grave. Une autre chose que je voulais vous montrer sur Compose vite fait, c'est qu'on a une nouvelle fonctionnalité, enfin nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça, elle a 1 an, mais elle est devenue officielle. Vous pouvez publier vos applications Compose comme des OCI artifacts dans le hub, dans Docker Hub, ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez partager vos applications Compose.
vous les envoyez et les gens vont pouvoir les exécuter directement. Donc pour faire ça, on va publier, je vais l'appeler l'ours Docker. Vous m'en voulez pas, mais Ça publiera pas. voilà, il reste 10 minutes. Oh là là. Devox démo et je vais tenter. Et là, il me dit, c'est pas possible, il y a un bind mount et moi, je vais pas monter ton file system dans un dossier artefact que je vais partager à la planète. Je le fais pas. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser tes bind mount, Philippe. Surtout pour copier des scripts dont tu as absolument besoin. Voilà. Donc je le retire. Je retente la publication et là il va me dire attention, j'ai détecté que potentiellement il y avait des variables d'environnement ou des secrets qui étaient partagés. Si tu veux faire ça, il va falloir que tu me passes un flag explicitement qui s'appelle withenv. Alors je retente. Tout ça pour à la fin je vais rien pousser. Hein, mais... Donc je le fais withenv. Et là, en fait, il vient me détecter, il me dit, attends, je viens de regarder un peu tous tes compose files et tout. J'ai détecté que tu voulais me partager une variable d'environnement Redis, tout ça. Est-ce que tu es sûr de vouloir le faire? Oui, non. Et une fois que vous avez décidé, donc il va détecter aussi vos secrets éventuellement et tout ça, pour bien s'assurer que vous n'envoyez pas des informations non voulues dans un repo hub public. Voilà. Donc on a pensé à vous en essayant de vous protéger au maximum de ce qu'on pouvait faire de notre côté. Ah, moi surtout, parce que moi je le fais régulièrement. Bon, alors là, c'est là où normalement ça ne marche pas, mais pour utiliser ce genre de choses, on peut faire docker compose -f pour lui dire je veux un fichier, et ce fichier il se trouve au CI, donc c'est une image sur le hub, l'ours docker, et c'est devox démo. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur le hub, récupérer l'image, donc vous imaginez bien qu'avec nos problèmes réseau, il ne va pas y arriver, récupérer ce qui a été poussé sur le hub, le récupérer localement et démarrer l'application Compose pour vous. Et évidemment, j'ai oublié up. Et là, alors avec un peu de chance, il va détecter qu'il l'avait déjà et que... Je ne montrerai pas sur le bureau. J'y crois pas, j'y crois pas. Ok, bon, ben non. Non, c'est pas grave. Il faudra pas. Bon, voilà, mais ça vous démarre en fait une application, je voulais vous la montrer parce que c'est une autre, du coup, juste pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Tant pis. Revenons à cette page. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué quelque chose qui pouvait les intéresser, peut-être? Je sais pas. Convert and deploy to Kubernetes. Si je clique ici, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des distributions Kubernetes d'intégrer dans Docker Desktop. Et là, il me dit, est-ce que tu veux activer Kubernetes qui n'est pas activé? Donc là, je lui dis oui. Donc là, ça devrait fonctionner parce que je suis sûr que l'image, on l'a en local. Et il va démarrer Kubernetes. Et ce qu'il va faire derrière, c'est qu'il va appeler un petit outil qu'on a intégré qui s'appelle Compose Bridge. Et Compose Bridge va s'occuper de prendre le fichier Compose et le transformer en manifeste YAML. Et si je vous montre quelque chose là, alors, ah oui, bah oui, mais comme il n'a pas buildé l'image, j'ai tout cassé. Donc là, normalement, ce qu'on aurait dû voir, c'est la même liste de restaurants, mais, enfin le site des restaurants, mais avec une liste vide, parce que j'ai supprimé, vous vous rappelez, le bind mount des scripts qui initialisent la base de données. Mais comme il n'a pas réussi à builder l'image, ben, il n'a pas réussi à déployer tout ce qu'il faut. Et voilà. Donc, effet démo en cascade. Mais ce qu'on peut regarder, c'est qu'il nous a généré un répertoire bridge dans lequel vous allez retrouver un ensemble de manifestes YAML, de cube manifestes, qui ont été générés pour vous. Et Compose Bridge est fait de telle manière à ce que vous pouvez modifier les templates de génération et donc utiliser vos propres templates pour générer la manière dont vous avez l'habitude de créer des manifestes cubes et donc utiliser Compose en développement et aller un peu plus proche de la prod ou tester du moins localement dans le cluster Kubernetes. Dans les clusters cubes, bon alors c'est pareil, kind, ça va pas marcher puisqu'il va falloir qu'il télécharge les images, donc il va pas y arriver. Mais on a la possibilité d'avoir un cluster multi-nœuds à l'intérieur de Docker Desktop maintenant, et donc vous pouvez choisir la version de kind que vous voulez et le nombre de nœuds et apply and restart, et ça va du coup télécharger kind qui va s'occuper d'aller créer l'ensemble de ces nœuds et tout. Et on a fait de manière transparente, vous pouvez l'utiliser en utilisant localhost comme d'habitude. Voilà. Revenons au terminal. Dans le terminal, là, j'ai une nouvelle commande que je vais vous montrer absolument avant qu'on s'en aille, qui s'appelle Docker Model.
Vous connaissez Docker Model? Docker a shippé il y a 2-3 semaines un nouvel outil qui est un model runner qui va vous permettre de tourner des modèles, des LLM avec Docker Desktop de manière totalement intégrée. Et donc, cette nouvelle ligne de commande vous permet de lister vos modèles, de pooler des modèles qui sont sur le hub et tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Docker model status. Et là, il me dit, ça ne tourne pas. Donc, si tu veux le faire tourner, tu vas dans Settings, Feature in Development, Enable Docker Desktop. Docker. Information à Docker Compose et Docker Compose va les passer. Et du coup, de manière transparente, ah là 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 là, Pourquoi il ne se lance pas? est-ce qu'il essaye d'accéder à Internet alors qu'il n'a pas besoin? Mais à part de Essaye de... Va dans le compose file. Non, c'est dans le point off, pardon, que sont définis les modèles, je crois. Ouais, mais il n'y a pas de. Mais mets-lui le quen de 5 latest, Pourquoi? comme ça. Tu crois qu'il l'a, mais ça va pas changer grand-chose. Écoute, ça se tente. Oh, la déception.
C'était le clou du spectacle? Non. C'est dingue ça. Alors, désactive le Wi-Fi. Relance. Non, réactive mais avec CPE. Désolé, hein. C'est dommage parce qu'en plus il y avait une super appli sur. On avait un chatbot qui est spécialiste de la pineapple pizza. Dans la pizza Il y hawaïenne. en a qui aiment la pizza à l'ananas. Ah, merci, c'est bien. Philippe est pas du tout. Il aime bien quand vous faire réagir. Donc en fait, il sait qu'en prenant des trucs un peu clivants comme ça, vous allez tous dire quoi, la pizza à l'ananas? Oh, trop bien de la pizza à l'ananas. Ouais, Vu il y que a les les deux modèles réactions directes qui apparaissent. vu que les modèles sont déjà là, tu peux pas désactiver les services dans Compose et démarrer avec le fond de teint et le backend. Non, parce que l'URL, elle est passée au conteneur qu'au moment du up. Donc non, je ne peux pas. Alors, réessaye un. Excusez-nous, on fait du troubleshooting en live. en Mais sans live. réseau, c'est compliqué en fait. Normalement, ça n'a aucun impact. On est d'accord. On retourne sur. J'y vois rien. Non. Non. Eh ben, vous n'aurez pas la dernière. Bon, alors, Vous n'aurez pas le clou du spectacle. la toute dernière commande que je veux vous montrer qui peut intéresser certains d'entre vous, qu'on peut utiliser évidemment dans le terminal, c'est une commande qui s'appelle Docker Desktop. Et cette commande, en fait, elle va vous permettre d'accéder au log de Docker Desktop, voir les derniers logs, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Docker Desktop. Elle peut vous permettre d'avoir les versions, donc savoir quelle est la version de Docker Desktop. Donc, ok, c'est la version du plugin. Donc c'est info, je pense. Perdu. Vous pouvez update pour savoir s'il y a des mises à jour ou pas. Il y a une mise à jour, est-ce que je vais l'appliquer? Non. J'ai pas de réseau. Non. Et donc, en fait, ça va vous permettre de scripter Docker Desktop si jamais vous avez besoin de lui demander démarre ou bien arrête-toi. Et voilà, c'est fini. Merci. Ouais. Du coup, on a un peu de temps pour les questions, je pense. Je sais pas, non, on n'a pas de temps, non, on Non, est déjà pas de out temps pour of les time, questions, on nous ouais. a laissé du temps Bon. à cause de nos petits problèmes. On est dispo si vous avez la Si moindre vous voulez question. voir le chatbot spécialiste des pizzas, à la limite, on doit avoir la 5G dehors. Donc.